Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Bonne année à tous, puisque nous avons le privilège, pour moi en tout cas, de le souhaiter à nos téléspectateurs pour la première fois. Alors, nous recevons aujourd'hui Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle, vous êtes journaliste économique et financier, éditeur, et vous éditez une lettre qui s'appelle « L'investisseur sans costume ». Et cet investisseur sans costume est tout à fait passionnant. Et vous venez de mener une enquête depuis déjà quelques années sur BlackRock, la roche noire. C'est pas le trou noir de l'économie mondiale, mais ça y ressemble un peu, parce que quelque part, dans votre lettre, vous dites qu'on arrive à un point où cette concentration du capital dévore ses propres enfants, tel Cronos qui dévorait ses enfants. Mais Zeus y a échappé. Alors, donc, nous allons mener avec Pierre et en votre compagnie cette enquête passionnante sur BlackRock. Permettez-moi de vous citer encore, pour commencer notre investigation, par une petite métaphore, une petite histoire sympathique par laquelle vous commencez votre travail sur BlackRock. C'est le directeur d'un asile de fous qui fait visiter son institution. Plus on monte dans les étages et plus les patients sont fous. Au premier étage sont internés les fous légers, les débonnaires. Au deuxième sont les maniaques et les toqués. Au troisième, je place les schizophrènes et les fous avancés. Et au quatrième, enfin, se trouvent les fous dangereux. Vous lui demandez alors, qui est au cinquième étage ? Oh, c'est mon bureau, répond-il. Alors, Guy de Lafortelle, vous nous proposez donc d'explorer cet étage du monde de fous dans lequel nous vivons et qui semble avoir atteint un stade terminal. Nous reviendrons sur le stade terminal, mais pour l'heure, Pierre va vous interroger sur ce fameux rocher noir. Alors, BlackRock, Guy de Lafortelle, est-ce que vous pouvez commencer par nous faire une petite présentation de cette institution très peu connue en réalité du grand public ? Bonjour Pierre, bonjour Olivier, bonne année à vous aussi et à vos téléspectateurs. Alors effectivement, BlackRock, je pense que maintenant BlackRock, le nom est connu, ça commence un peu à soulever des fantasmes, mais je pense que très peu de gens comprennent ce qu'il y a derrière, parce que c'est un peu un nouveau modèle qui s'est imposé récemment, et que malheureusement peu de gens comprennent, même dans les milieux économiques et financiers. BlackRock donc est un gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire qu'il gère l'argent des autres, ce qui, historiquement, est un peu le parent pauvre de la finance. On fait ça quand on n'est pas capable de faire un hedge fund. Non, j'exagère pas, en fait. Et quelqu'un comme Larry Fink, qui est le créateur de BlackRock, qui est une construction qui a déjà une bonne trentaine ou quarantaine d'années. Institution américaine. Américaine, absolument. Larry Fink qui est américain. Le siège est à Manhattan. Hein. Le siège est à Manhattan, absolument. Pas à Wall Street. Non. Ces choses-là ont leur importance, si vous voulez. Oui. C'est un peu la revanche du pauvre, parce que Larry Fink était ce qu'on appellerait un wunderkid de la finance, qui a fait perdre 100 millions de dollars, ce qui est une somme absolument considérable à l'époque à la First Boston, et qui du coup a été un peu blacklisté, et qui s'est retrouvé... Blacklisté, BlackRock. Bon. Certes. Et qui s'est retrouvé du coup un peu contraint et forcé dans ce parent pauvre. C'est un peu comme quand on fait médecine et qu'on finit en dentaire. Désolé pour les dentistes, j'exagère. Mais, et à partir de là, il a construit, notamment en suivant le modèle de la vraie entreprise précurseur qui est Vanguard, il a construit une société qui est devenue un monstre et qui aujourd'hui gère plus de 9 000 milliards d'actifs. Et ça monte très très vite en ce moment. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont déjà dépassé 10 000 au moment où je vous parle. 9 000 milliards de dollars, qu'on comprenne un petit peu ce que ça représente, c'est le PIB, c'est plus du PIB de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. Ouais, beaucoup plus, oui. Beaucoup plus, ça doit être une fois et demie ça. On est à 9 117 dollars à peu près pour ces trois pays. Oui, mais vous dites que c'est sans doute plus. Okay. Non, mais c'est sans doute plus. C'est-à-dire que ça monte très très vite depuis la crise, ce qui fait partie du problème. Et BlackRock a une autre particularité parmi... Ils ne sont pas seuls, c'est-à-dire que c'est des gens qui chassent en groupe, en meute, comme vous dites, et il faut toujours les prendre ensemble. C'est-à-dire que BlackRock est une sorte de tête de pont, mais vous avez Vanguard, qui est vraiment l'inventeur
de la gestion passive et un petit peu du modèle. Et vous avez State Street, Oui. qui, eux, sont les premiers à avoir créé les ETF. Alors, ce sont des actifs bancaires. Qui sont des fonds, ce sont des fonds négociés en bourse. Ah, négociés en bourse, d'accord. Qui sont des fonds négociés en bourse qui posent un énorme problème. Je ne sais pas si on y reviendra dans cette émission, Oui. mais bref. Et donc, vous avec ces trois groupes qui ont des intérêts convergents. Donc, BlackRock, Vanguard et State Street. Vous avez plus de 9 000 milliards chez BlackRock. Vanguard a monté très très fort. Ils étaient à 6-7 000, mais les chiffres bougent très très Ils vite sont en à ce moment. 7 500 et 3 500 pour State Street. Et voilà, et 3 500 pour State Street. Donc vous avez des gens qui déjà ont plus de 20 000 milliards ensemble. Et BlackRock a une autre particularité, c'est que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'ils développent une intelligence, on dit intelligence artificielle, un algorithme, pour être plus précis, ça, oui. de gestion d'actifs, qu'ils commercialisent auprès de gestionnaires, notamment des grandes banques françaises, qu'ils appellent Aladdin. Et là, il y a 20 000 milliards d'actifs qui sont indirectement influencés par BlackRock via leurs algorithmes. Donc au final, si vous voulez, vous avez 20 000 milliards d'actifs que ces trois groupes détiennent en direct pour le compte de dizaines de millions de clients. Ce n'est pas leur argent, qu'on soit bien clair. Et vous avez en plus du côté de BlackRock plus de 20 000 milliards d'actifs. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Et colossal. en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'autant plus énorme qu'il faut comparer ça à ce qui est une position de contrôle dans une entreprise anglo-saxonne. En France, on a un peu du mal à comprendre ça, parce qu'en France, on estime que pour avoir le contrôle, il faut avoir 50% des parts. Oui. Dans le capitalisme anglo-saxon, C'est 20%, non ? c'est 20 ou 25%. C'est plutôt 20 pour une banque et 25% pour d'autres, pour les autres sociétés. À partir de 20 ou 25%, on estime que vous avez légalement, vous avez le contrôle de la société. Et en fait, dans tout le S&P 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines, les grands gestionnaires d'actifs que sont BlackRock, State Street et Vanguard ont presque partout entre 20 et 25% de ces groupes-là. Et donc, ça, c'est déterminant pour la suite de ce que nous allons voir. Parce que, évidemment, si vous dites qu'on a le pouvoir à 20-25%, c'est eux qui vont faire les rois. C'est eux qui vont faire les dirigeants d'entreprise, mais on en parlera un petit peu plus tard. Restons sur nos amis BlackRock, notre rocher noir. Peut-être juste pour terminer la présentation de BlackRock, ce qui est important, c'est que ces gens se sont construits sur ce qu'on appelle la gestion passive. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas aller rémunérer des gérants pour sélectionner des titres et pour essayer de ce qu'on appelle battre le marché. Ils vont simplement se borner à répliquer le marché parce qu'on estime qu'à long terme, on ne bat pas le marché. Et donc, on va, plutôt que d'essayer de choisir dans les 500 plus grandes entreprises américaines lesquelles vont avoir un meilleur rendement, on ne s'embête pas, on va investir dans les 500 plus grandes d'un coup. Sauf que bien évidemment, ou en France, dans les 40 du CAC 40, sauf que bien évidemment, c'est extrêmement pénible, voire infaisable, d'aller investir manuellement, et en plus de manière pondérée, dans les 500 plus grandes entreprises américaines ou les 40. Du coup, on fait un fonds, c'est-à-dire qu'on va regrouper toutes ces actions dans un fonds, puis on va couper ce fonds en tranches de $100, $1 000, $1 million, comme vous voulez, et du coup, vous pouvez acheter des tranches de ces fonds, vous pouvez mettre 1 000 € dans les 40 sociétés du CAC 40 ou les 500 du S&P 500. Ce sont des fonds de fonds, en quelque sorte. Non, ce sont des fonds passifs. Ce sont des fonds, sauf qu'au lieu d'être gérés par des personnes qui vont choisir les meilleures entreprises, elles se contentent de répliquer les grands indices. Ouais, quand j'étais à l'école, on m'expliquait que de toute manière, on ne pouvait pas battre les grands indices à long terme, que la gestion active ne marchait pas, ça servait à rien, qu'il valait mieux se contenter de répliquer les grands indices. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, en 2019, si ma mémoire est bonne, la gestion passive est devenue majoritaire, c'est-à-dire que plus de 50% des actifs sont en gestion passive. Et ça, en fait, ça pose des problèmes qu'on a du mal à envisager parce que c'est du jamais vu. Et qu'on a vu notamment, on en reparlera peut-être, qu'on a vu en mars 2020. Alors justement, à travers le cas de BlackRock, vous parlez d'une mutation majeure du néolibéralisme qui est passée presque inaperçue d'ailleurs
Qui est passé totalement inaperçu. Oui, complètement. Et qui présente un degré de concentration, mais absolument colossal. Vous évoquez d'ailleurs le rappel de ce qui s'est passé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, où les robber barons, les barons pillards, avaient accumulé du capital dans des proportions considérables. Il me semble malgré tout qu'avec BlackRock et Vanguard et Street, etc., c'est encore plus gros, plus énorme, et surtout l'influence mondiale est plus grande. Alors, Comment cette concentration de capitaux a été rendue possible, en fait? Alors, cette concentration de capitaux a été rendue possible par cette gestion passive. Alors, et c'est justement, c'est ça qui est important. Juste un instant, je reviens, parce que ça, elle est importante, cette question, juste pour répondre sur les barons voleurs. Oui. Sur les barons voleurs, oui, à mon avis, il y a un parallèle à faire. Une comparaison, je ne sais pas, parce que malheureusement, je ne vivais pas à l'époque. Oui. Et c'était quand même des temps qui étaient particulièrement durs. Mais c'est-à-dire que si on connaît un peu l'histoire de la Standard Oil, oui. Ce qui a donné après SO. Standard of New Jersey. C'était des pratiques qui étaient dignes des pires mafias. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Rockefeller, derrière, avait intégré quelque chose de complet. C'était les lignes de chemin de fer, c'était tout. C'était la production, la distribution, c'était les fournisseurs. Et comme il avait obtenu une position de monopole, il cassait les genoux à tout le monde pour récupérer tout à prix cassé. Ça avait été catastrophique, si vous voulez. Et qu'en 1911, si ma mémoire est bonne, on avait fait des lois antitrust. Oui, c'est bon. Il y en avait eu avant d'ailleurs. On a vu avant. C'est les grandes qu'on retient. Sherman Antitrust Act. Si mon souvenir est bon, ça n'avait pas été très efficace. Non, pas efficace. Mais alors, il y a une chose qui est tout à fait frappante, puisque nous sommes dans le parallèle, c'est que ces gigantesques groupes suscitaient aussi des forces sociales alternatives, violentes, qui, toute proportion gardée, ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Europe occidentale, en France avec les Gilets jaunes, en Hollande avec les protestations. Il y a un parallélisme social. Je me permets de vous rappeler que les journalistes qui s'intéressaient à ces robber barons, on les appelait les muckrakers, c'est-à-dire ce que nous faisons là, Pierre, vous-même et moi-même, des fouilles merdes. Pour vous servir. Bon, alors continuons de fouiller la merde, si je puis dire. Donc, avec le phénomène BlackRock. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a donc démantelé ces monopoles. Oui. Et donc, on a cassé. Il y a aux États-Unis une législation antitrust. Oui. Alors, on parle beaucoup des États-Unis parce que BlackRock est américain et que tout est initié là. Et qu'en France, jusqu'à présent, on a une présence assez limitée de BlackRock parce qu'on a une manière entre la gestion du capital, des retraites. Les retraites sont très importantes dans cette affaire-là. La France est assez imperméable à BlackRock de par notre histoire et notre structure capitalistique. Son président français a quand même été décoré de la Légion d'honneur. Voilà, Monsieur Cirilli, qu'on connaissait comme is no good dans d'autres cercles qui voulaient être visière à la place du visière. Oui. Pardon pour lui. Bref. Oui, et que probablement que BlackRock est un sponsor extrêmement puissant de M. Macron, si vous voulez. Est-ce que, on y reviendra d'ailleurs plus tard, son rapport avec notre président de la République, est-ce que vous pouvez nous expliquer la fonction de BlackRock dans le système actuel, notamment auprès des banques centrales américaines et européennes? Alors, c'est les bras armés. C'est les bras armés, et ça, c'est une chose qui est essentielle à comprendre. C'est-à-dire que autant les hedge funds ont été les bras armés des banques centrales pendant le début des années 2000 et jusqu'à un peu après la crise de 2008, autant cette mutation actuelle est que maintenant, ce sont ces géants de la gestion active qui sont devenus les bras armés des banques centrales et qui sont une manière de faire ce que les banques centrales ne peuvent pas faire par elles-mêmes, qui, si on veut le dire un peu violemment, revient à piéger l'épargne. Il s'agit vraiment, et ça c'est quelque chose, c'est un peu dur, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de piéger l'épargne à l'intérieur du système financier, à l'intérieur d'actifs financiarisés, plutôt que des actifs réels qui sont la détention en direct d'une part d'entreprise, la détention en direct de métaux précieux, la détention en direct d'immobilier. BlackRock vous dit pourquoi est-ce que vous voulez détenir en direct quoi que ce soit? C'est beaucoup trop compliqué, c'est coûteux, c'est des frais. Moi, je me fais l'intermédiaire, je vous casse tous les frais. Et, pardon, je n'avais pas répondu à votre question justement sur comment ils étaient arrivés à cette position dominante. Et bien c'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous voulez détenir une maison en direct en tant qu'investissement, pas pour l'habiter, alors que vous pourriez juste détenir
détenir les parts d'un fonds, on s'occupe de tout, on s'occupe de la gestion. Comme on est très fort, on vous casse les frais. Comme en plus, on ne fait pas d'intelligence. Ces gens ne font pas d'intelligence, ils font de la réplication bête et méchante. Comme ça, on casse les frais. Et c'est quelque chose qui est vrai, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous avez 0,2 ou 0,3% de frais par rapport à 2 ou 1,5 ou 2% de frais, sur 10 ans, ça fait une différence fondamentale, et d'autant plus que c'est vrai. C'est-à-dire que la gestion active n'a pas, à part, sauf Warren Buffett et peut-être un ou deux autres investisseurs qui arrivent à battre le marché pendant plusieurs décennies, personne n'arrive à battre le marché. Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que les marchés ont une fonction. Les marchés ont une fonction, c'est la découverte du prix. C'est combien vaut une entreprise. Faire émerger un prix, oui. Et peut-être que c'est une fonction qui n'est pas celle que cherche un investisseur, qui est celle de s'enrichir, mais c'est une fonction sociale extrêmement importante qui est combien vaut une entreprise. Est-ce que Danone vaut plus ou moins cher que Nestlé? Quelle est la valeur de ces groupes-là? Et dans un système capitaliste, a priori, on estime que la somme de tous les investisseurs va être plus juste que celle d'un commissaire, d'une force publique ou de quoi que ce soit. Et ça, si vous voulez, à partir du moment où on part sur de l'investissement passif, on dit non mais attendez, moi, Danone, ou plutôt Total, on va rester dans le CAC 40, Total ou L'Oréal, lequel est le mieux géré, lequel est le mieux? J'en sais rien, je m'en fous. Moi, je vais investir dans tout d'un coup. Et puis vous m'embêtez pas. Et puis en plus, je sais que je vais pas gagner, je vais pas gagner moins en faisant ça. Donc je vais enlever l'intelligence et je vais pas gagner moins d'argent. Du coup, vous allez m'investir dans tout ça et ça va aller très bien. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps. C'est dans les années 90 que commence de manière un peu importante la gestion passive. Vanguard commence 15 ans plus tôt, mais le premier ETF, donc State Street, c'est au début des années 90. Mais tant que ces gens représentent 5-10% des sommes investies, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais quand ces gens commencent à devenir dépasser, alors c'est pas que, c'est la gestion passive, vous avez aussi des très grands assureurs qui vont gérer passivement sans avoir à passer par un BlackRock. Mais quand vous avez plus de 50% de votre marché qui est en gestion passive, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous êtes en gestion passive, vous ne faites plus le travail de découverte du prix. Oui, vous ne faites plus, vous posez plus la question de savoir combien vaut Total par rapport à L'Oréal, par rapport à LVMH. Est-ce que ces gens, vous arrêtez de faire ce travail-là, et du coup, à long terme, il n'y a plus aucune raison en fait qu'on vous rémunère ce prix-là, puisque vous n'avez plus d'utilité sociale. Il ne faut jamais oublier que quoi qu'on fasse, on se place toujours à l'intérieur d'une société, mais a priori, quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait une utilité sociale et pas uniquement donc privée. vous voulez dire que le capitalisme tel qu'il fonctionne là ne fait plus émerger l'utilité sociale, Absolument. Il est aux antipodes de l'utilité sociale qu'il pouvait avoir dans la détermination de la valeur. Nous sommes bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais alors, il y a autre chose, c'est que vous avez évoqué, à travers la question de Pierre tout à l'heure, l'interférence qu'avait un fonds comme BlackRock sur la Fed et sur la BCE. Est-ce que ce n'est pas le triomphe du privé sur le public ou le triomphe des Templiers sur Philippe le Bel ? Est-ce que vous me permettrez de ne pas me prononcer ? Malheureusement, je ne prétends pas pouvoir répondre à cette question. Il est probablement plus probable que ce soit la Fed qui utilise BlackRock qui fait appel à que l'inverse. Oui. Notamment parce que, si vous voulez, BlackRock passera sans doute plus vite que la Fed. Oui, mais quand vous dites BlackRock fait racheter à la Fed et à la BCE ses propres ETF, donc qui donne les ordres en fait ? Qui est le donneur d'ordre ? Alors, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas particulièrement cherché. C'est-à-dire, qui de la poule et de l'œuf ? Oui. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, moi, je ne cherche pas à savoir qui donne l'ordre ou quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique systémique. Et c'est que ces gens sont pas plus malveillants. Oui, ils sont malveillants, mais ils sont pas malveillants parce que c'est des grands méchants de dessins animés. Ils sont malveillants parce qu'ils servent un système et qu'ils sont prisonniers dans ce système et que ils font partie d'un système dont ils cherchent la continuation. La Fed cherche à ce que le système bancaire ne s'effondre pas. BlackRock cherche à ce que les marchés ne s'effondrent pas plus que ce qui ferait derrière s'effondrer tout le marché. Oui, mais par exemple, quand la Fed fournit des liquidités en rachetant des actifs... Donc ça, c'est ce qui s'est passé en mars 2020. Et ça, en mars 2020, c'est quelque chose qui est proprement scandaleux. C'est-à-dire que donc en mars 2020, le virus
du Covid sert de révélateur d'un truc qui est déjà là et qui chauffe et qui fait déjà très mal depuis l'automne. Donc il faut bien, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On est sur une crise interne du capitalisme financiarisé qui est révélée par éventuellement, je dirais que c'est plus même le virus devient bouc émissaire, mais la crise précède le virus. Je ne suis pas en train de dire que le virus n'a pas créé de perturbations très importantes d'un point de vue économique et financier, je suis en train de dire que les réponses sont dictées par l'état d'épuisement du système plus que par la réalité économique et financière que peut imposer le virus. D'accord. Et donc, en mars 2020, si vous voulez, effectivement, vous avez un truc qui fait « Ok, non, là, ça va plus aller. » Vous avez un effondrement extrêmement brutal. Je ne sais pas si on se souvient, tout d'un coup, tout le monde se disait « Oh là là, c'est une catastrophe. » Vous avez des chutes qui sont plus importantes que celles de 1929, de 2008. On n'a jamais vu ça. Voilà. Le pétrole, par exemple. Oui, et puis le CAC 40. Le pétrole. On a eu des prix négatifs sur le pétrole. Oui. On ne savait pas que c'était possible. Si, on savait que c'était possible, mais on l'avait très, très, très rarement vu. En tout cas, jamais à ce niveau-là. Le CAC 40 s'effondre. Et tout ça s'effondre et ça remonte aussi vite. Oui, très très vite. Je me souviens, c'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui cherchent la valeur fondamentale à long terme. Et donc la valeur fondamentale à long terme, ça fait 5-6 ans qu'on est vraiment plus dedans. On est de très très loin. C'est-à-dire que vous pouvez gagner en spéculant, vous ne pouvez pas gagner en investissant à long terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de création de valeur possible au prix actuel. Sauf que tout le monde s'en fout, puisque tout le monde investit de manière passive. Personne cherche à découvrir la valeur. Alors, Guy de Lafortelle, nous allons, parce que vous avez fourni à nos téléspectateurs énormément d'informations, on va leur permettre de respirer une petite minute et nous allons reprendre cette exploration de la nébuleuse du capitalisme de BlackRock monopolistique qui s'appelle BlackRock. C'est la reconstitution des monopoles, absolument. Toujours en compagnie de Guy de Lafortelle, on évoque ensemble BlackRock, cet gestionnaire d'actifs américain. On le disait à l'instant, Guy de Lafortelle, BlackRock fait racheter à la Fed et à la Banque centrale européenne ses propres ETF, oriente les fonds de l'Union européenne, fait passer les stress tests aux banques européennes pour le compte de la BCE. Mais pourquoi est-ce que vous expliquez dans votre article qu'il faut remonter en réalité à 2008 pour comprendre le rôle de BlackRock ? Alors, en 2008, BlackRock se met à... Alors, il y a un rôle actif qui apparaît. Je serais incapable de vous dire s'il n'était pas préexistant, mais en tout cas, il apparaît clairement en 2008, au moment des faillites. Oui. Vous avez les faillites, celles qu'on connaît de Bear Stearns et de Lehman Brothers, et vous en avez une autre... AIG. AIG, bien évidemment. Oui, je pense qu'ils sont aussi là-dessus. Et vous avez aussi, c'est par là que ça a commencé un peu avant même, c'est la caisse de pension de l'État de Floride, des fonctionnaires de l'État de Floride. Et dans chacun de ces cas, premièrement, BlackRock est appelé. Il est appelé, notamment sur Bear Stearns et Lehman, il est appelé en tant que, vraiment en gros conflit, parce que sur Lehman et Bear Stearns, il est appelé à la fois en tant que conseil de la Fed et à la fois en tant que conseil de JP Morgan, qui rachète les actifs de Bear Stearns. JP Morgan qui voulait la peau de Lehman Brothers. Au JP Morgan et Goldman Sachs. Lehman Brothers, il ne faut pas oublier que c'est une faute humaine, qui est parce que le secrétaire au Trésor à ce moment-là est un ancien de Goldman Sachs. Paulson, absolument. Et que là, vraiment, vous avez une crise d'orgueil qui est de se dire je vais achever mon concurrent. C'est une faute humaine, Lehman. Et il faut bien comprendre qu'elle a été apprise, elle a été comprise, et que ça ne se reproduit pas. Et c'est pour ça, notamment, qu'en 2020, vous avez des réactions aussi fortes et aussi vite, c'est qu'on ne veut surtout pas que ça se reproduise. Bref, et donc BlackRock est appelé dans ses faillites. Et BlackRock est appelé dans ses faillites pour une raison assez précise, c'est que leurs algorithmes qu'ils ont déjà développés à l'époque depuis une bonne dizaine d'années, alors ne leur permettent absolument pas de prédire l'avenir et de savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, en tout cas pas à long terme. Si vous voyez, ils n'ont pas trouvé la pierre philosophale pour gagner de l'argent à tous les coups. En revanche, ce que leur algorithme Aladdin fait, à coup de vraiment de milliards et de milliards de données qui sont ingurgitées chaque jour, c'est qu'ils sont capables de retracer tous les actifs et de faire le tri entre les actifs pourris et les actifs sains. Et donc BlackRock est appelé dans chacun de ces cas à faire le tri entre les actifs sains et les actifs pourris.
Et dans chacun de ces cas-là, les actifs sains sont revendus à des entreprises, à JP Morgan, et les actifs pourris sont absorbés publiquement sur, donc pas, c'est de l'endettement, c'est du contribuable. Oui, donc c'est la privatisation des profits et mutualisation et des risques, de manière ou des déficits. Exacerbée, c'est ça, c'est la privatisation des gains et la socialisation ou la mutualisation des pertes. C'est pile je gagne, face tu perds. Voilà. Ce qui est l'antithèse même d'un système capitaliste qui, normalement, rémunère le risque. Exactement. Les gens qui prennent des risques, éventuellement, vont prendre très cher, mais s'ils prennent pas très cher, ils vont gagner beaucoup. Voilà. Et là, vous avez l'inverse. C'est-à-dire que vous avez déjà à ce moment-là une mutation, toutes ces choses-là sont de manière continue, mais vous avez quelque chose qui apparaît à ce moment-là, c'est que on a sanctuarisé le capital, et donc les détenteurs du capital sont sauvés, et tout ce qui est pourri est donné à la force publique. Ce qui n'est absolument pas évident. Donc aux contribuables. On aurait pu vouloir faire l'inverse. On aurait pu mettre en faillite les mauvais gestionnaires qui ont mal géré leur groupe, qui ont mal géré leurs entreprises, qui les ont trop endettés, et au contraire laisser les actifs sains à la force publique en nationalisant, ce qu'on aurait toujours fait tout le temps autrement d'ailleurs. Et là, on a quelque chose d'absolument malsain qui est opéré par BlackRock. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que moi je parle de BlackRock comme de l'opérateur d'un immense délit d'initié, du grand délit d'initié néolibéral qui confisque la richesse et redonne les pertes. Alors, le délit d'initié, peut-être rappelé à nos téléspectateurs, oui. Ça consiste pour une personne à réaliser des transactions sur le marché boursier grâce à des informations confidentielles dont elle dispose avant que ces dernières n'aient été rendues publiques. Exactement. Alors là, dans le cas dont je vous le parle, alors, bien sûr, BlackRock part Aladdin. C'est-à-dire quand BlackRock conseille la Banque Centrale Européenne pour ses stress tests, quand il conseille la Commission pour leurs investissements verts, il y a quelque chose qu'il faut voir derrière. C'est jamais pour l'argent qu'ils font ça. Hein. C'est pour les données. C'est pour les données. C'est pour donner les données. Quand ils... Siphonner les données. Les données, c'est-à-dire les données, c'est-à-dire que toutes les données qui... Bien sûr, alors, qu'on soit très clair, c'est de la conjecture, et que ni la Banque Centrale Européenne ni BlackRock ne vous diront jamais qu'ils le font. Et qu'ils vous diront qu'il y a des murs de Berlin. Permettez-moi d'en douter. Oui. Modestement. Surtout quand on connaît la machine de guerre qui est Aladdin et qu'on sait, si vous voulez, que ça a été construit justement vraiment pour c'est le Google. Je pense que BlackRock a la prétention de devenir le Google de l'investissement. C'est-à-dire que eux, ils se projettent en disant tiens, BlackRock, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans de l'immobilier ou dans une action d'éolienne? Oui, c'est ça. C'est une version très contemporaine de la pompe à finances du père Ubu, mais c'est la pompe à données, la pompe à data. Absolument. Et donc, si vous voulez, et donc moi je dis délit d'initié parce que BlackRock, si vous voulez, a les données. C'est-à-dire que BlackRock permet, pas forcément en avance, si vous voulez. C'est là où éventuellement mon terme est un peu abusif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les grands délits d'initiés type EADS ou autre, oui. Où vous avez là des gens qui ont une capacité d'analyse de données qu'ils mettent au service d'une force privée plutôt qu'une force publique. Oui. Pourquoi vous dites, Guy de Lafortelle, que BlackRock récompense le vice et punit la vertu ? Parce que vous êtes... parce que en 2008, tous les grands groupes qui s'étaient surendettés auraient dû faire faillite, et pas uniquement General Motors, et ces gens auraient dû se faire rincer. C'est la sanction traditionnelle du capitalisme. La sanction traditionnelle du capitalisme qui dit on est dans un système capitaliste encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un système capitaliste? Ça veut dire que le donneur d'ordre ultime est le détenteur du capital. C'est pas le client, c'est pas le manager, c'est pas la force publique. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Bien sûr que tout le monde a sa part à jouer, mais vous êtes dans un système qui met tout en haut de la pyramide le capital. C'est pas mieux ou moins bien que de mettre une force publique, un client, ce que vous voulez. Oui. C'est pas mon problème. Je cherche pas ici à émettre un jugement moral sur est-ce que le capitalisme est mieux ou moins bien. D'ailleurs, c'est exprimé dans les bilans, puisque dans le bilan, en cas de dépôt de bilan, l'actionnaire, c'est le créancier ultime. Bien sûr. C'est le dernier payé. Pourquoi ?
parce qu'il a couru des risques et il doit logiquement être sanctionné. C'est comme vous, quand vous êtes propriétaire d'une maison. Si vous n'entretenez pas votre maison, c'est votre problème. Et éventuellement, si ça commence, si vous l'entendez vraiment trop, on viendra il y a d'autres choses qui se passent. Mais là, une entreprise, c'est pareil. Vous êtes le propriétaire, vous en êtes responsable. Ouais. Et là, ce qu'on a fait à partir de la fin des années 90 et qui s'est manifesté de manière extraordinaire à partir de 2008 et encore plus extraordinaire en 2020, c'est qu'on a sauvé à tout prix les actionnaires. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit on récompense le vice, on punit la vertu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, si vous voulez, à partir de la fin des années 90, ce qu'on voit aujourd'hui de manière aussi... c'est où tout d'un coup on se met à investir des sommes extraordinaires. Alors, à la fin des années 90, c'est les dot-com, c'est toutes ces start-up qu'on valorise des milliards de dollars pour des bêtises, des futilités, si vous voulez. Et on est en plein dedans aujourd'hui aussi différemment. Bon, si des gens veulent investir des sommes débiles dans des entreprises débiles, c'est leur problème, si vous voulez. Mais il y a un moment, on ne va pas aller s'occuper d'eux. Si des banques veulent prêter à des gens qui en investissent dans des trucs débiles. Quand je dis des trucs débiles, je suis sérieux, si vous voulez. Aujourd'hui, en 2022, quand vous avez des agencements de pixels qui sont vendus des millions de dollars parce qu'on appelle ça NFT, ça s'appelle de la dégénérescence. Il n'y a pas de... On est dans un truc qui est à bout de souffle. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il y a du prix, mais il n'y a pas de valeur. Ouais. Et donc, mais ça, si des gens veulent faire ça, c'est leur problème. En revanche, qu'ils ne viennent pas pleurer le jour où on dit « attendez, j'ai acheté 150 000 $ un agencement de 12 pixels que je ne détiens même pas légalement. Hein. Et maintenant, il paraît que ça vaut plus rien, j'ai perdu 150 000 $. Oui, mon coco, désolé pour toi, mais maintenant, on va pleurer ailleurs. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « oh non, c'est vraiment trop triste. Tiens, on va te prêter 300 000 $ pour que non seulement tu puisses effacer tes pertes, mais que tu puisses continuer à faire ton truc. » Alors, le cas du NFT est caricatural, mais aujourd'hui, si vous voulez, quand on sauve toutes ces entreprises-là, on sauve des entreprises qui ne sont pas viables et ça a des implications économiques absolument désastreuses. Moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est toujours quand on prend du recul. On a eu un phénomène un peu similaire au moment de la grande révolution du rail au 19e siècle. On a toujours l'impression que ce qui nous arrive est nouveau et ça s'est passé. Au moment du rail, on a des bulles absolument extraordinaires. Ah oui, absolument. Avec des valorisations de dingue et où on se retrouve dans les années... 82. Exactement. C'est le grand crack. C'est le grand crack, voilà, j'ai 1860-1882. Tout le monde y va, tout le monde crée. Et vous avez, alors j'ai plus les chiffres précis, mais vous avez en France plusieurs centaines de compagnies de chemin de fer. Et si vous voulez aller de Paris à Marseille, vous allez changer 5 fois de compagnie, vous allez avoir des tailles de rails différents, vous allez faire 30 km chez l'un, 30 km chez l'autre. Et tous ces gens-là ont investi des sommes faramineuses pour des trucs qui sont absolument pas rentables. Et le dernier épisode, c'est juste 1899, le chemin de fer russe. Ah oui, alors ça, oui. Avec l'épargne française. Absolument. On évoquait tout à l'heure Guy de Lafortelle. Je peux juste terminer. C'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui si on était encore dans un système où on avait des centaines d'entreprises qui géraient notre chemin de fer. Ça serait l'horreur. Les crises sont utiles. Ça fait mal, on n'aime pas ça, on est tout à fait d'accord. Mais ça assainit, ça concentre, ça apporte, ça rentre, ça remet les choses droites. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, le phénomène BlackRock empêche l'assainissement économique. En partie, oui. Ouais. Pardon, Pierre. Le président Macron a assez récemment décerné la Légion d'honneur à Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France. Pourquoi ? Je pense que c'est son habitude. Quel était le service rendu ? Où est le bien commun ? Alors ça, si vous voulez, pour moi, c'est une manière, si vous voulez, c'est une preuve d'autorité. C'est je fais ce que je veux. Il me semble qu'il a dû le faire à un moment où on était dans les réformes des retraites. Donc c'est une manière de dire c'est une manière de faire plus que de le dire. Je vous emmerde. Voilà. Dans les faits, si vous voulez. Il l'a fait dans les faits, il l'a fait dans les paroles ensuite.
Oui, c'est ça. D'une certaine manière, c'est une preuve de puissance. C'est Cirelli qui aurait inspiré Non, Emmanuel non, Macron c'est pas sa ce que je réforme dis. des retraites. Non. Ah, non, alors Cirelli, non. BlackRock, oui. Mais Cirelli, Oui. si vous voulez... Non, mais oui, BlackRock, quoi. Oui, BlackRock se positionne. Si, alors, oui, pareil, c'est toujours, si vous voulez, la manière dont je travaille, moi j'ai tendance à travailler par raisonnement plus que par preuve formelle de « ah, j'ai trouvé, regardez, j'ai le document, j'ai ci, j'ai ça ». Moi je préfère travailler par nécessité, si vous voulez, j'aime beaucoup travailler par système, la manière dont les systèmes évoluent. BlackRock, aujourd'hui, bien sûr, cherche à entrer dans le marché français, et sur le marché français, notamment parce que c'est une entreprise qui est déjà tellement énorme qu'ils n'ont plus tellement de relais de croissance, et que la France, qui a résisté beaucoup plus qu'ailleurs à leurs attaques. Pourquoi ? Parce que, en fait, en France, une énorme partie de l'épargne qui est détenue, en fait, pour vous par l'État, et qui vous sera versée, c'est le système des retraites. Voilà. Et donc, quand vous dites que c'est BlackRock ils n'ont pas, je dis pas qu'ils sont derrière toute la réforme des retraites. En revanche, et si mon souvenir est bon, il y a une note qui a fuité. Il me semble bien que c'est BlackRock qui a inspiré, en tout cas, une partie de la réforme des retraites, qui était celle pour les plus hauts salaires, de dire que nous, pour les salaires à partir, je me souviens plus du seuil, mais si vous gagnez plus de temps, vous vous démerdez, on s'en occupe plus. Voilà. Et ça, il me semble bien, je n'ai pas vérifié avant de venir ici parce que je n'y ai pas pensé, donc excusez-moi, peut-être que d'autres de vos téléspectateurs pourront le voir, il me semble bien que ça avait fuité, il me semble bien que BlackRock avait mis une note en disant « ça serait bien si vous faisiez ça ». Parce que bien évidemment, si vous libérez cette épargne qui était emprisonnée par l'État et que vous la remettez sur les marchés et que tous les gros cadres sup et tous les gros chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'il me semble qu'on était sur... J'ai plus les chiffres, désolé. Oui, mais d'ailleurs, est-ce que la suppression de l'impôt sur la fortune ne visait pas un petit peu ça, finalement ? Ça, je ne sais pas. Non. Ça, je ne pourrais pas vous dire. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que l'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est pareil, c'est une mesure. L'impôt sur la fortune n'est pas un bon impôt, c'est non, pas. Mais son rendement était très faible. Son rendement est très faible. Mais si vous voulez, les réformes fiscales de M. Macron ont toujours bien davantage favorisé les plus fortunés que les plus précaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque où justement ils ont fait toutes ces réformes-là, vous-même vous alliez sur France 2, sur France 3, on vous montrait combien vous gagnez. C'était les plus grandes fortunes qui gagnaient énormément. Moi, j'ai des amis avocats qui s'occupent un peu des déclarations de leurs clients qui disent mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a vraiment des clients qui ont gagné énormément d'argent avec cette réforme. Donc c'est du clientélisme. Après, est-ce qu'il faut voir blague ? Il faut pas. C'est toujours le risque dans ces trucs-là, c'est de vouloir les voir absolument partout. Oui. Ils font pas de micromanagement non plus. Oui. Alors, pardon, vous avez parlé de gestion de gestion passive. Ouais. Bon, on a bien compris ce que ça signifiait. Cependant, vous notez quand même dans votre enquête qu'au premier semestre 2020, BlackRock s'est opposé à 120 nominations de directeurs dans les assemblées de 330 grands groupes nord-américains. Ouais. Alors là, c'est plus de la gestion passive, là. Ah bah si. Bah quand même. Alors expliquez-nous, expliquez à nos téléspectateurs. La gestion passive, je suis d'accord, tout le monde, mais même moi le premier, quand je suis rentré sur ce sujet-là, on se pose tous cette même question. C'est-à-dire qu'on se dit la gestion passive veut dire qu'on ne va pas influer sur la vie de la société, parce qu'on est passif. Mais c'est tout l'inverse, parce que c'est la détention, c'est la gestion. C'est-à-dire que traditionnellement, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, on estime que le pouvoir de l'actionnaire, en tout cas depuis les années 80, est exercé par son droit d'achat et de vente. C'est-à-dire que l'actionnaire, quand vous êtes dans des groupes du S&P américain, pas son vote. Quand vous êtes dans des groupes très explosés, dans lesquels vous allez avoir peu d'actionnaires qui vont avoir plus de 5, 6, 7%. Une poussière d'actionnaires. Vous avez exactement une poussière d'actionnaires. C'est très compliqué, et c'est pour ça que dans le capitalisme anglo-saxon, dès qu'on a 20-25%, on a des positions de contrôle, parce qu'on est sur des choses aussi explosées. Du coup, pour tous les petits actionnaires, si vous voulez, le pouvoir, c'est pas de voter, c'est d'aller chez le concurrent et d'acheter et de vendre ton action. Et c'est vrai, c'est assez sain. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'on veut, on ira voir ailleurs. C'est pas malsain comme système. Et l'Assemblée générale des actionnaires, mais ça existe quand même aux États-Unis. Oui, bien sûr que ça existe. Non, je ne sais pas ce que je suis pas en train de dire. Il y a deux manières, les deux. Mais si vous voulez, dans des très grands groupes, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi est-ce que moi, qui ai une dizaine d'actions
de Total en France ou de Google, qu'est-ce que je vais aller voter? Pourquoi est-ce que je vais aller en sachant... Et ils ont raison dans la mesure où, de toute manière, les assemblées générales sont cornaquées à l'avance par les grands actionnaires, ce qu'on appelle les actionnaires de contrôle, et que eux ne peuvent pas, et que les quelques fois où ça arrive, c'est quand vous avez des regroupements d'actionnaires et que vous avez des activistes qui viennent réussir à mettre tout le monde un peu aligné pour un certain moment. Mais sur des très grands groupes du S&P 500, c'est même pas possible. Donc, si vous voulez, comme ces gens-là ne peuvent pas agir, bah, ils disent j'achète et je vends. Et dans la gestion passive, BlackRock, Vanguard, State Street ne peut pas décider d'acheter ou de vendre puisque leur client leur dit moi je veux investir dans le S&P 500. Donc BlackRock peut pas dire Pfizer, j'aime pas ce que tu fais, je vais retirer mon investissement et je vais le mettre dans Merck. Ou Merck, j'aime pas ce que tu veux, je vais aller le mettre dans Johnson & Johnson. Ça sera l'objet, Guy Lafortelle, de la deuxième partie de notre émission. La semaine prochaine, nous allons en effet... Ça sera en tout cas ma dernière question, Olivier, pour cette dernière partie. Vous nous disiez, voilà, BlackRock, Vanguard, State Street, c'est à peu près 20 000 milliards de dollars. Dites-vous, bien assez pour contrôler l'économie occidentale. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de BlackRock, qui est le premier d'entre eux? À part le soleil, bien sûr. À part le soleil. Ce que je vous ai dit, c'est que il y a la Fed au-dessus. Il y a la Fed au-dessus pour la bonne raison, si vous voulez, qu'en mars 2020, si la Fed ne rachète pas les ETF de BlackRock, BlackRock s'effondre. BlackRock est une entreprise excessivement fragile. Donc M. Larry Fink est moins puissant que M. Jay Powell. Peut-être pas. Le patron de la Fed. Si vous voulez, le patron de la Fed lui-même, Jay Powell, n'a pas particulièrement envie de voir son système s'effondrer. Oui. Donc derrière, si vous voulez, c'est toujours la même blague. Si vous voulez, si vous devez $1 million à la banque, c'est votre problème. Si vous devez 100 millions de dollars à la banque, c'est son problème. C'est son problème. Et si vous devez 1000 milliards de dollars à la banque, là, on rentre dans un truc pas... Je pense que ça redevient le problème de BlackRock. Et donc la Fed sauve BlackRock et sauve le système par la même à ce moment-là. Moi, j'aime bien les logiques systémiques, c'est-à-dire qu'on est dans un moment, on est dans un système à bout de souffle. On a fait le choix, à partir de la fin des années 90 et de manière radicale à partir de 2008, de ne pas purger le système. Il y a un choix qui a été fait aux États-Unis, qui a été imposé ensuite en Occident, qui était de se dire non, on va pas prendre nos responsabilités et on va pas nettoyer. Mais c'est comme, quand je dis pas nettoyer, c'est comme si vous nettoyez pas votre chambre, si vous voulez. Au bout d'un moment, ça devient un tel bordel que ça devient l'horreur. J'exagère. Et c'est ce que vous disiez, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, plus aucune théorie économique ne permet d'expliquer la situation actuelle. Non, alors ça, c'est pas particulièrement... Alors, c'est en partie lié à BlackRock, parce qu'effectivement, quand vous avez tout d'un coup un indice qui est détenu majoritairement de manière passive, c'est-à-dire que vous avez plus ce jeu où on achète et on vend, et on n'a plus cette découverte du prix, on se retrouve dans un système à l'origine hyper concurrentiel, au niveau des entreprises, qui redevient soviétique au niveau de la détention du capital. Voilà, parce que c'est un truc qu'on a dit d'ailleurs, hein. On dit, mais regardez, Pfizer... Maintenant, on le sait, ça s'est monté petit à petit, fait plus de 90% de marge sur son vaccin. Ce qui est quelque chose d'absolument malsain, parce que ça a été financé sur fonds publics, ça a été acheté à l'avance avant même que ce soit créé. Si vous voulez, il n'y a pas de risque. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de raison qu'il y ait de récompense. Et là, on va me dire, ah mais oui, mais attendez, Pfizer fait ça parce que c'est eux qui ont réussi à faire le vaccin, parce que c'est dans le monde atroce de la concurrence des grands groupes pharmaceutiques, c'est eux qui ont réussi. Ben oui, mais non, en fait. Parce que derrière, si vous voulez, au-dessus de Pfizer, vous avez le même trio, vous avez BlackRock et autres, et consorts. Au-dessus de Merck, vous avez BlackRock et consorts. Au-dessus de Johnson & Johnson, vous avez BlackRock et consorts. Et, ben oui, Merck... Alors, Merck, qui fabrique l'ivermectine. Qui fabrique l'ivermectine et qui très opportunément, a dit que non, l'ivermectine, il ne fait pas. C'est pas pour cette fois. Alors, voilà, vous avez, c'était un avant-goût. Cher Guy Lafortelle, vous avez déjà soulevé le voile de notre prochaine émission. Vous nous avez cité Pfizer, Merck, de BlackRock à Pfizer sera le thème de notre prochaine émission et nous allons dévoiler un certain nombre de choses à travers ce que vous appelez vous-même le Lancet Gate, c'est-à-dire le scandale de la revue Lancet, qui appartient à BlackRock. Qui est en tout cas un actionnaire de contrôle. Et vous vous dites bienvenue dans la biocratie. Eh bien, chers téléspectateurs,
Ce sera l'objet de notre très prochaine émission.